Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous suivez une entrevue que nous réalisons avec le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, l'ambassadeur Chéri Mahmazen, et par ailleurs président de la délégation gouvernementale chargée de conduire les négociations avec les groupes politico-militaires à Doha, en vue de leur participation au dialogue national souverain et inclusif. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. C'est depuis Doha, capitale de l'État du Qatar, où vous dirigez la délégation gouvernementale chargée des négociations avec les groupes politico-militaires, que vous nous accordez cette interview pour parler justement de ces pourparlers. Merci de permettre cet entretien. Merci de me donner cette opportunité. Monsieur le ministre, cela fait exactement 4 mois et une semaine que les négociations avec les politico-militaires ont débuté ici à Doha. Avant tout, quel est le sentiment qui vous anime en ce moment où l'on aborde le dernier virage des négociations? Merci. En effet, nous avons déjà passé 4 mois ici à Doha dans le cadre de ces négociations. Et nous savons que tous les yeux sont rivés sur Doha et le peuple tchadien attend beaucoup de ces négociations. Et nous mesurons aussi la responsabilité qui est la nôtre. Je voudrais tout d'abord, au nom de l'ensemble des membres de ma délégation, ainsi que de l'équipe technique, exprimer nos sincères remerciements aux plus hautes autorités pour la confiance placée en nous. En effet, ces 4 mois, pour certains, semblent être très longs et pour d'autres, pas du tout. Pour la simple raison que nous sommes dans le cadre de négociations politiques. Et qui dit négociations politiques, des négociations par définition difficiles et complexes. Et à plus forte raison, des négociations à mener avec des groupes politico-militaires. Et je dois d'abord situer un peu le contexte parce que ceux qui observent de loin ces pourparlers ne savent pas exactement ce qui se passe ici à Doha. D'abord, cette étape de pré-dialogue a été un choix politique opéré par les autorités de transition. Parce que soit on doit organiser un dialogue national inclusif et négocier par la suite avec le groupe politico-militaire pour qu'il puisse s'engager dans le processus politique, comme cela a été le cas dans un certain nombre de pays. Soit, comme l'appellation du dialogue indique qu'il est inclusif, on doit d'abord chercher à inclure tout le monde. Et je pense que c'est cette considération d'inclusion de tout le monde dans le processus qui a prévalu donc sur la première option, qui était plus facile à réaliser. Et à ce titre, les autorités de la transition, notamment le président du Conseil militaire de transition, à travers le comité technique spécial qui était présidé par l'ancien président Gokoni Wadé, avait sollicité l'État du Qatar pour abriter ces négociations. Donc c'est à la demande du gouvernement du Tchad que ces négociations sont organisées ici. Et c'est également à la demande du Tchad que les politico-militaires ont été invités ici. Et je dois rappeler que juste après l'ouverture de ces négociations, le 13 mars dernier, nous avions eu une session plénière donc avec ces groupes politico-militaires et par la suite, il a été question maintenant d'organiser un peu les modalités de travail. Et certainement, dans ce cadre, pour nous, en tant que gouvernement ou délégation gouvernementale, nous n'avons pas eu beaucoup de difficultés à nous conformer à l'approche proposée par le médiateur, à savoir, de chacune des parties, on a demandé juste 10 représentants pour faciliter les négociations.
ce qui a été fait de notre côté, mais malheureusement, du côté du groupe politico-militaire, faute d'entente, ils se sont constitués en 3 groupes. Et chacun des groupes a un nombre certainement plus ou moins supérieur à 10. Et cela n'a pas facilité du tout les négociations. Et par la suite, la réaction également de chacun des groupes constitués était un peu une réaction donc propre à chacun des groupes. Et cela a encore davantage compliqué les négociations. Et je pense que ces 4 mois, beaucoup pensent que c'est parce qu'il y a des points de divergence assez profondes que les négociations n'avancent pas. Je pense qu'il n'en est rien. Donc, il y a des difficultés d'ordre organisationnel, un problème aussi de méthode, mais toutefois, nous estimons qu'après 4 mois, nous avons franchi une étape extrêmement importante et comme vous l'avez indiqué dans votre introduction, nous sommes au dernier virage de ces négociations. Certes, les 4 mois ont été émaillés par des interruptions, par des difficultés, mais le plus important, conscient de part et d'autre, je pense aussi bien au niveau de la délégation gouvernementale que du côté des politico-militaires, nous sommes tous conscients des énormes attentes du peuple tchadien par rapport à ce pré-dialogue. Donc, malgré les difficultés et malgré les tentatives donc, de sabordage venant de quelques politico-militaires, nous avons pu avancer et je suis optimiste que d'ici peut-être 2-3 semaines, on aura bouclé ces négociations par la signature d'un accord pour que nos frères de l'opposition armée puissent participer au dialogue national inclusif. Justement, Monsieur le ministre, la date du dialogue national inclusif et souverain est connue. Mais il faut le rappeler que la date du dialogue prévue initialement pour le 10 mai a déjà été reportée, certes à la demande du pays hôte, qui est le Qatar. Une autre date a été annoncée. Croyez-vous parvenir à un accord pour bientôt? Est-ce que cette date sera maintenue? Oui, je pense que, comme vous l'avez indiqué, il n'y avait pas que la date du 10 mai qui a été revue. Le dialogue national inclusif a été reporté 3 fois. Et pour toutes les 3 fois, c'est pour permettre effectivement aux pourparlers de Doha d'aboutir à un accord. Et certainement la dernière date, l'avant-dernière date du 10 mai a été reportée à la demande donc du médiateur. Et pour le moment, si le gouvernement a fixé la date du 20 août, c'est en connaissance de cause. C'est parce que les négociations avancent bien et nous avons espoir de boucler le processus à la fin de ce mois ou tout au début, peut-être du mois prochain. Et certainement, cela va permettre aux politico-militaires signataires de l'éventuel accord de participer au dialogue national inclusif. Monsieur le ministre, depuis le début des pourparlers, beaucoup de choses se sont dites. Mais durant cette période, vous n'avez pratiquement pas communiqué sur le fond de ces discussions historiques, en dehors d'une mise au point ou d'un recadrage. Pourquoi cette attitude de retenue et d'absence de communication? Oui, vous savez que je disais tout au début que les négociations politiques sont, par définition, complexes et difficiles. Et à ce titre, le médiateur, dès le début, nous a conseillé d'éviter de communiquer sur le processus. Parce qu'il a estimé, et le médiateur a une expérience dans ce domaine pour avoir conduit d'autres pourparlers dans d'autres pays. Donc il nous a été demandé
vraiment de communiquer le moins possible sur l'évolution du processus. Donc, nous nous sommes conformés à cette demande, mais malheureusement, vous avez parlé d'une mise au point ou de recadrage. Nous avions constaté qu'un certain nombre de politico-militaires, pas tout le monde, quelques-uns, qui ont essayé d'occuper l'espace médiatique de façon un peu intempestive, et j'allais même dire abusive, ainsi que les réseaux sociaux. Et ayant constaté cette manipulation de l'opinion publique, et surtout le fait que certains ont tenté d'exceller dans la désinformation aux fins de manipuler l'opinion publique, il a fallu qu'on réagisse pour situer le contexte dans lequel nous sommes et la réalité telle que vécue par tout le monde. Parce qu'en dehors de ceux qui ont l'habitude souvent d'occuper abusivement l'espace médiatique, il y a d'autres qui ne parlent pas, mais qui constatent avec nous ce qui se passe ici à Doha. Aussi bien les politico-militaires que les personnalités ressources, parce qu'il est bon d'informer vos téléspectateurs qu'en dehors des groupes politico-militaires, dans la liste des participants, il y a des personnalités qui ont été invitées dès le départ par l'ancien comité technique spécial dirigé par l'ancien président Goukouni. Il figurait donc sur la liste des personnalités ressources qui ont également fait un excellent travail dans le cadre de rapprochement des points de vue, donc des uns et des autres, de façon tout à fait certainement informelle, parce qu'il y a un médiateur officiel, donc il ne peut pas y avoir plusieurs médiateurs, mais quand même ces personnalités ressources ont fait un travail de coulisses extrêmement important pour que le point de vue des uns et des autres se rapproche, parce qu'il s'agit donc de l'intérêt national. Justement, Monsieur le ministre, alors que les yeux sont tournés vers une probable signature d'un accord dans les jours à venir, tout le monde est surpris de lire un communiqué signé et suivi d'un point de presse par quelques mouvements annonçant leur suspension au pourparlers. 4 points ont constitué l'objet de cette suspension, entre autres. Ils accusent de tentatives répétées de la délégation gouvernementale de se substituer aux médiateurs par des manipulations et intimidations, achat de conscience, menaces visant à perturber la sérénité des négociations. Ils déplorent également l'absence quasi totale des séances plénières, donc des débats entre les politico-militaires alliés et la délégation gouvernementale. Et enfin, ils disent prendre acte de l'annonce faite de la date du dialogue national inclusif et souverain annoncée par le gouvernement de transition sans aucune consultation préalable ni information directe. Quel commentaire faites-vous à ce sujet? D'abord, je vais commencer par le dernier point concernant la date du dialogue national inclusif fixé par le gouvernement. Depuis quand le gouvernement a consulté les politico-militaires pour fixer la date du dialogue national? Donc, je pense que ça, c'est un prétexte fallacieux qu'ils utilisent juste pour chercher à justifier un peu leurs décisions relatives à leur suspension donc, de participation au dialogue, au pré-dialogue, aux négociations en cours. Et maintenant, en ce qui concerne les intimidations, les achats de conscience, et je pense que ça, c'est des choses qui ont été répétées autant de fois sur les ondes de certaines radios, dans les réseaux sociaux, faisant croire que le gouvernement est en train de... Mais je pense que, comme je l'ai dit, il n'y a pas que le deux ou bien la seule voix qui a l'habitude d'abuser de l'espace médiatique pour faire des déclarations souvent intempestives et irresponsables. Il y en a d'autres. Si on avait pu enregistrer plusieurs autres voix qui confirmaient ces pratiques, je
pense qu'on aurait pu s'attarder sur ces questions pour pouvoir expliquer. Je vous dis qu'il n'en est rien de pareil. On n'a pas besoin d'acheter les consciences. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on doit acheter les consciences. Parce que c'est dans l'intérêt de ce politico-militaire d'aller participer au dialogue national. C'est un forum qui va réunir l'ensemble des Tchadiens pour refonder l'État tchadien. Le gouvernement a estimé qu'il faut donner également l'occasion à ceux qui sont dans l'opposition armée de prendre part à ces assises. C'est une chance historique offerte à tous les Tchadiens. Et je pense que ceux qui font ce bruit, contrairement à ce qu'ils disent, ont des agendas cachés. Parce qu'ils ne veulent ni du succès du pré-dialogue, ni du dialogue, mais ils pensent que le temps est venu pour que, à travers leur propre réseau, puissent déstabiliser le Tchad et se positionner donc, par rapport à leurs propres ambitions. Et nous sommes dans un monde où rien ne se cache, donc on sait qui communique avec qui échange avec qui fait quoi avec qui, et je suis navré de le dire, mais parmi ceux qui occupent visiblement l'espace médiatique, il y en a certains qui ont fait carrément une carrière dans la rébellion et ils ne sont pas prêts à quitter donc cette activité. Et c'est leur droit. S'ils pensent que ils doivent passer toute leur vie à faire carrière dans la rébellion, mais ils n'ont pas le droit de prendre en otage les autres. Donc ceux qui doivent ou ceux qui veulent aller à ce dialogue sont libres de le faire. Et je pense que c'est ce qui est en train de se produire parce que cette majorité silencieuse de groupes politico-militaires a compris le jeu de ceux qui veulent les utiliser. Et donc au dernier communiqué, il y a eu des réactions multiples et fortes de la part des autres groupes politico-militaires. Je pense autour de 37 groupes politico-militaires dans les différents communiqués ont réagi pour rejeter donc le bien fondé de ce communiqué fait essentiellement par quelques membres du groupe de Rome. Et certainement, cela marque un tournant parce que actuellement, on est sorti de la logique de 3 groupes, Doha, Qatar, Rome, mais on est dans la logique de 2 groupes. Ceux qui veulent la paix, ceux qui sont dans la logique du dialogue et qui veulent aller participer au dialogue national inclusif, et ceux qui veulent certainement entretenir les tensions, qui pensent que l'occasion est arrivée pour relancer les hostilités armées et pour prendre le pouvoir. Donc, nous sommes face à ces 2 groupes. Et je pense que, fort heureusement, le groupe qui veut aller au dialogue est un groupe qui compte le plus de mouvements, et pas seulement les mouvements de 2 autres groupes, Doha et Qatar, mais y compris un bon nombre des membres du groupe de Rome. Et nous espérons, puisque les portes ne sont jamais fermées, pour ceux qui veulent aller au dialogue, nous espérons qu'avant la signature, il y aura encore une évolution beaucoup plus positive pour que les uns et les autres se ressaisissent et s'inscrivent dans la logique donc, du dialogue et qu'ils puissent donc signer avec les autres l'accord. Et je pense que l'accord proposé par le projet d'accord proposé par le médiateur n'est pas un texte ni de groupes armés, ni du gouvernement. Nous avions eu à échanger dès le départ. Et vous avez abordé la question maintenant d'absence de séances directes. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir des séances de travail directes dans la mesure où le groupe armé n'était pas en mesure de désigner 10 représentants pour faire face aux 10 représentants du gouvernement qui ont participé pratiquement à toutes les réunions avec ce format. Et le médiateur, chaque fois qu'on nous met ensemble dans une salle, nous avons 10 personnes d'un côté qui représentent la délégation gouvernementale et de l'autre 100 quelques représentants de mouvements politico-militaires. Et raison pour laquelle, effectivement, le médiateur a choisi donc de faire la navette de projet de texte. Il a été demandé, le gouvernement avait présenté initialement un projet d'accord qui a été présenté aux 3 groupes armés, à savoir Rome, Doha et Qatar. Chacun de ces groupes a
présenté un document sur le document initial du gouvernement. Le gouvernement a présenté un autre document qui répond à tous ces trois documents. Et face à cette deuxième réponse du gouvernement, les politico-militaires se sont retrouvés dans un seul groupe, ont travaillé ensemble et ont présenté un document commun. Également, le gouvernement a répondu encore à ces documents communs par un projet d'accord beaucoup plus élaboré et qui a pratiquement répondu à toutes les doléances soulevées par les politico-militaires. Surtout en ce qui concerne les questions fondamentales qu'ils veulent voir être abordées lors du prochain dialogue national inclusif et souverain. Et par la suite, malheureusement, ces documents du gouvernement, pour des raisons que nous ignorons, n'a pas été soumis au groupe politico-militaire et que c'est un autre document qui a été soumis et ce document n'a pas emporté l'adhésion, je pense, de deux parties, aussi bien du groupe politico-militaire que du gouvernement. Et ensuite, le médiateur a retiré ce projet qui n'a pas emporté l'adhésion des parties prenantes et a soumis un autre projet sur lequel le gouvernement a fait des observations et je pense près de 37 groupes politico-militaires ont fait également leurs observations et il reste donc un petit groupe membres du groupe de Rome, quelques éléments de membres du groupe de Rome qui sont dans la logique certainement de relancer les hostilités ou de perturber le dialogue ou de faire échouer le pré-dialogue, refusent donc de réagir sur ce texte. Mais je pense que tout le monde est unanime qu'il faut avancer et personne n'a le droit de prendre en otage les 16 millions de Tchadiens qui attendent leur dialogue. Donc, nous espérons que le médiateur fera prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'au moins un accord soit signé entre la délégation gouvernementale et ceux des politico-militaires qui veulent aller participer au dialogue national inclusif. Et justement, Monsieur le ministre, par rapport à ce point que vous venez d'évoquer, vous venez de dire que quelques mouvements du groupe Rome refusent de soumettre leurs propositions. Souvent, on accuse le gouvernement de traîner les choses. Finalement, qui fait retarder les choses du moment où ces mouvements refusent de remettre leurs projets, leurs propositions aux médiateurs? Non, d'abord, il faut rappeler pourquoi est-ce que ce groupe a refusé de remettre ses propositions aux médiateurs. Vous avez évoqué dans leur correspondance adressée aux médiateurs que voilà, ils subissent des harcèlements, des intimidations, et que voilà, de l'achat de conscience, et que sur le plan sanitaire, ils ne sont pas convenablement. Oui, justement, je voulais revenir à cette question. OK. Dans une lettre rendue publique le 24 juin, les groupes politico-militaires ont fait savoir qu'ils rencontrent d'énormes difficultés et que leurs démarches effectuées pour attirer l'attention sur cette situation sont restées sans réponse. La durée des pourparlers a eu des impacts sur la vie sociale et professionnelle de la plupart d'entre eux, disent-ils. Certains ont perdu leur emploi, ils supportent des charges financières dans leurs lieux de résidence respectifs. Beaucoup d'entre eux se sont retrouvés obligés de quitter Doha afin de tenter de résoudre ce type de problème. Quelques-uns n'ont pas pu obtenir le visa nécessaire à leur retour et sont restés bloqués. La prise en charge médicale pose également problème aux malades malgré l'attribution d'un numéro de sécurité sociale du Qatar et par conséquent, ils avaient menacé de suspendre leur participation si leurs préoccupations n'ont pas eu un retour favorable. Croyez-vous que cette suspension soit motivée par la simple raison des perdièmes? En tout cas, je pense avant de répondre à ces questions, parce que vous aviez déjà posé une première question, qui retarde? Moi, je pense qu'en mai dernier, vu la lenteur du déroulement des négociations, le gouvernement avait soumis, la délégation gouvernementale avait proposé aux médiateurs un chronogramme assez précis et au délai raccourci pour qu'on puisse aller vite dans l'espoir de pouvoir finir au plus tard fin juin. Et
malheureusement, au cours d'une réunion, quand le médiateur avait soumis la proposition de la délégation gouvernementale au groupe politico-militaire, ils l'ont rejeté avec véhémence en disant qu'ils sont d'accord avec le chronogramme beaucoup plus long qui était prévu par le médiateur. Donc, on en avait pris acte et on s'est conformé. Donc, cette façon de faire croire que c'est le gouvernement qui fait du dilatoire, je pense, relève de la mauvaise foi et de l'intention juste de manipuler l'opinion publique. Maintenant, en ce qui concerne leurs revendications, c'est des revendications qui sont adressées aux pays hôtes, et je pense que les pays hôtes qui nous hébergent dans des hôtels contigus et qui a un personnel déployé dans ces hôtels, c'est exactement ce qui se passe. S'il y a des intimidations, s'il y a des achats de conscience, s'il y a des menaces, ceux qui parlent de ces menaces, des intimidations, ne sont que, souvent c'est un seul individu qui parle de ces choses. Nous, en tout cas en tant que délégation gouvernementale, on n'a vu aucun politico-militaire se plaindre d'avoir été agressé par tel ou tel. Au contraire, ces 4 mois nous ont permis d'avoir des échanges très fraternels et parfois les Qataris sont même surpris par la fraternité qui caractérise nos rencontres, nos échanges avec les membres de groupes politico-militaires. Donc, je pense que les groupes politico-militaires qui sont sincères et qui sont favorables à la participation au dialogue savent que nous n'avons que des divergences politiques et que nous avons un seul pays et que les solutions aux problèmes de ce pays doivent venir de tout le monde. Et à ce titre, ils pensent que nous devons échanger et nous devons, tout en gardant chacun certainement ses principes et ses convictions. Mais il est possible de trouver un terrain d'entente. Et ceux qui sont dans cette logique, certainement, avancent. Je pense, essaient d'apporter leur contribution pour que les pourparlers avancent. Mais ceux qui sont venus avec l'agenda caché de vouloir torpiller coûte que coûte le processus, parce que même s'ils signent un accord, ils ne sont pas prêts à rentrer au Tchad. C'est des gens, la plupart, c'est des exilés, donc qui sont soit en Europe, soit ailleurs, et qui ont fait déjà plus de 30 ans, dans leur exil, doré, qu'ils ne sont pas prêts à quitter. Et au lieu d'aller continuer leur exil ou de faire leur carrière de rebelles éternels, ils veulent carrément empêcher les autres d'aller. Et je pense que ceux qui ont compris ce jeu ont réagi avec beaucoup de responsabilités. Je tiens à saluer leur réaction et je tiens à saluer également leur engagement en faveur du dialogue et de la paix, parce que nous sommes tous conscients, y compris nos partenaires. Et je tiens à saluer plus particulièrement le rôle du médiateur qui n'a ménagé aucun effort pour que ce processus, malgré les obstacles artificiellement créés ici et là, à faire avancer ce pourparlers, y compris les autres partenaires qui suivent à distance, y compris les États-Unis qui ont un observateur sur place depuis le début jusqu'à ce jour, la France, l'Union africaine, tous ces partenaires pour leur contribution, leur appui, leurs conseils. Et je pense que cet intérêt de partenaires traduit le fait que le Tchad constitue aujourd'hui un facteur de stabilisation dans l'ensemble de la région du Sahel et du bassin du lac Tchad. Et vouloir créer un chaos au Tchad, c'est vouloir davantage exposer cette région profondément embrasée, aussi bien dans le Sahel que tout autour du Tchad. Et je pense que tout le monde est conscient. C'est pourquoi il est de notre devoir, en tant que Tchadiens, de tous les bords politiques, que ce soit à l'intérieur ou dans le groupe politico-militaire, nous devons tout faire pour éviter au Tchad un chaos. Et je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental que nous devons comprendre. Si nous voulons mettre au devant nos ambitions personnelles, nos égoïsmes, nos positionnements par rapport au dialogue ou par rapport à après-dialogue,
au prix de vouloir complètement compromettre le processus, je pense que ce ne serait pas du tout responsable. Et j'en appelle au sens de responsabilité de ceux qui sont dans cette logique, donc de revenir à la raison et de faciliter au peuple tchadien donc, la sortie de cette profonde crise dans laquelle le Tchad est plongé depuis son indépendance jusqu'à ce jour. Monsieur le ministre, justement, vous dites que quelques mouvements sont venus avec des agendas cachés, pardon, et ils disent la même chose. Ces mouvements accusent aussi le gouvernement d'être venu avec un agenda préétabli pour éviter justement qu'une partie de ces mouvements ne puisse participer au dialogue national inclusif et souverain. Est-ce le cas? Ce n'est pas du tout le cas, c'est faux et archi faux, et je suis heureux de, constater que la mauvaise foi de ceux qui disent cela commence à se découvrir par tout le monde. La preuve est qu'il y a une différence extrêmement profonde entre le projet présenté initialement par le gouvernement et celui qui a été présenté vers la fin par le gouvernement, dont presque 90% des points traités se retrouvent dans le projet également du médiateur. Ça veut dire que nous avons pratiquement tout cédé, parce que tous les points que les politico-militaires ont souhaité voir inscrits à l'ordre du jour du dialogue national inclusif, nous les avons acceptés intégralement, alors que ces points, aucun de ces points ne figurait dans le projet initial. Donc, ça veut dire qu'il y a une volonté réelle du gouvernement de permettre à tout le monde de venir au dialogue national inclusif. Si on avait un agenda préétabli, comme ils le prétendent, on aurait dû rester ferme sur notre projet initial en refusant toute concession et en disant que c'est à prendre ou à laisser. Parce que nous sommes venus de nous-mêmes et nous pouvons repartir sans signer un accord, personne ne peut nous y obliger, mais nous avons compris que nous avons la responsabilité de créer les conditions de participation de ces politico-militaires au dialogue national inclusif. C'est pourquoi nous avons fait preuve de flexibilité. Nous avons essayé d'évoluer dans notre position du début jusqu'à la fin et je pense qu'il ne reste pratiquement rien à donner, sauf si les politico-militaires vont nous demander à ce que les institutions de transition en place quittent pour leur céder leur place. C'est ce qu'on n'a pas fait. Mais tout le reste, on a déjà cédé. Et je pense que c'est parce qu'ils n'ont rien à dire sur le fond de l'accord que maintenant, ils présentent des arguments, les points qu'ils traitent dans les communiqués successifs qu'ils publient de gauche à droite pour dire qu'on veut nous acheter, on veut nous acheter, on veut nous intimider. Voilà, socialement, on n'est pas pris en charge. Voilà, le gouvernement, le pays hôte ne nous donne pas de per diem, etc., etc. Je pense que ça, c'est totalement irresponsable. Et je pense que certains d'entre eux ont déjà pris la parole sur les réseaux sociaux pour le dire qu'ils ne sont pas venus pour demander de per diem au pays hôte. Alors qu'il y a des preuves irréfutables que cela a fait l'objet d'une demande donc adressée au pays hôte qui, semble-t-il, a rejeté catégoriquement en indiquant que le pays hôte n'a jamais pris un engagement, ni par écrit, ni oralement, pour donner de l'argent à qui que ce soit. Donc, ils vont héberger les différentes délégations, ils vont les nourrir, ils vont leur assurer donc, la prise en charge sanitaire et puis tout ce qui est essentiel pour leur séjour ici, mais pas de l'argent à donner. Et je pense que cela dénote également le manque de sérieux de certains politico-militaires qui, au-delà de ce qu'ils affichent comme position de principe, cachent donc bien d'agenda cachés. Justement, Monsieur le ministre, vous venez d'indiquer que ce ne sont pas tous les mouvements qui refusent ou qui ont suspendu leur participation. Parmi les 52 groupes, vous avez cité 37 qui se sont désolidarisés des autres.
Comment interprétez-vous l'engagement d'une trentaine de ces mouvements politico-militaires en faveur de la poursuite des pourparlers? Mais je pense qu'il faut ajouter à ces 32 groupes qui ont signé un communiqué pour dénoncer la position prise par quelques membres. Ce n'est pas l'ensemble du groupe de Rome qui a pris cette position. Donc, quelques membres du groupe de Rome qui ont pris cette position. En sus de ces 32, il faut également ajouter les membres du groupe de Rome qui ont marqué leur différence dans un autre communiqué pour rejeter cette prise de position. Et cela dénote certainement que ces groupes politico-militaires ne sont pas des enfants de cœur que quelqu'un peut les manipuler à souhait. Donc pendant 4 mois, ils ont compris le jeu. Et je viens de parler d'agenda caché. Donc ceux qui ont d'agenda caché, au fil du temps, ces agendas sont découverts et que le groupe en question ont dit non, on ne peut pas vous suivre certainement dans ces positions qui ne reflètent pas du tout le fond de leur pensée ou de leur ligne de conduite. Et ils ont pris leur position. Et je tiens franchement à saluer cette prise de position parce que le plus important, ce n'est pas Doha qui va régler les questions de fond donc de l'avenir du Tchad. Doha est une étape qui doit créer les conditions sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'intégration éventuelle des éléments des différents groupes politico-militaires, donc dans les corps de la force, des forces de défense et de sécurité ou de l'administration, et qu'on puisse leur assurer leur sécurité pour qu'ils puissent venir participer au dialogue sans être inquiétés, dans le respect de leur liberté de mouvement, d'aller et revenir. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on n'est pas venu pour régler les questions de fond concernant l'avenir du Tchad. Tout cela va être discuté, comme le président du Conseil militaire de transition l'a si bien dit lui-même dans un message à la nation, que toutes ces questions vont être abordées sans tabou lors du prochain dialogue national inclusif. Et ceux qui veulent aller aborder ces questions ont franchement la latitude maintenant de favoriser le plus rapidement possible la tenue de ces dialogues. Et ce qu'il faut relever par ailleurs, les revendications qui sont soulevées ici par les politico-militaires et qui sont prises en charge dans le projet d'accord soumis par le médiateur sont également celles de l'opposition interne, l'opposition politique. Les politico-militaires font croire comme si en dehors d'eux, il n'existe personne. Non. Il y a des forces vives à l'intérieur du pays. Il y a les partis politiques, il y a la société civile, il y a le monde rural, il y a les femmes, il y a les jeunes, il y a le gouvernement, il y a les institutions. Donc, tout ce monde-là va participer à ce dialogue. Alors, ce n'est pas les exilés venus de l'Europe ou d'ailleurs, plus les politico-militaires qui doivent déterminer l'avenir du Tchad ici à Doha. Donc ça, je pense que dès le départ, il y a un problème peut-être de malentendu. Peut-être qu'ils n'ont pas bien compris pourquoi est-ce que cette étape de pré-dialogue. On parle, depuis le début, le gouvernement a toujours parlé de pré-dialogue. Pré-dialogue, donc une étape qui va nous conduire vers le dialogue. Et je pense que cela est extrêmement important de souligner. Et donc, moi, je pense que les choses sont assez claires au stade où nous sommes. Nous acheminons vers un accord de paix et de participation, un accord pour la paix et la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif. Et le gouvernement mettra tout en œuvre pour que ceux des politico-militaires qui veulent aller participer à ces dialogues le fassent vraiment dans des conditions optimales. Le gouvernement ne faillira à aucun de ses engagements contenus dans l'accord qui sera signé bientôt. Monsieur le ministre, nous allons bientôt terminer. Avant de poser la dernière question, au cas où les mouvements qui ont suspendu leur participation aux négociations se retireraient définitivement du pré-dialogue, quelle serait la conséquence pour l'avenir de la transition en cours?
Je pense que nous ne souhaitons pas que un mouvement ou plusieurs mouvements se retirent donc, de pourparlers. Notre souhait le plus absolu, c'est de tout faire pour que tous ceux qui sont venus ici à Doha participent au dialogue national inclusif. Et de l'autre côté, je pense que nous avons fait preuve vraiment de disponibilité et d'ouverture d'esprit en essayant de répondre à toutes les attentes de ce groupe politico-militaire. Mais si jamais, pour une raison ou une autre, et plus précisément pour des agendas cachés, si quelques membres d'un groupe ou quelques groupes politico-militaires décident de se retirer de pourparlers, l'accord va être signé avec ceux qui veulent réellement aller au dialogue. Maintenant, est-ce que ce retrait aura des conséquences? Je ne pense pas. Il n'y a aucune conséquence. S'il y a conséquence, c'est que c'est pour ceux qui se retirent de ce pourparlers, ils se mettent en marge de la marche, donc de l'histoire, parce que les Tchadiens veulent ouvrir une nouvelle page, veulent écrire une nouvelle page. Après tout ce qui a été vécu par le Tchad, les Tchadiens pensent que le dialogue national inclusif et souverain pourrait constituer une chance unique pour remettre ce pays sur une autre voie que celle qu'il a empruntée depuis l'indépendance, et que si quelqu'un décide de se mettre en marge de cet effort collectif, je pense que c'est une question de sa propre responsabilité. Et en termes de conséquences, je n'en vois aucune, mais il faut regretter qu'on puisse en arriver là. C'est pourquoi j'ai dit que nous n'excluons personne et nous ne voudrions pas en arriver là. Mais il faut également comprendre, parce que d'aucuns pensent que comme le gouvernement a décidé d'avoir ce pré-dialogue avant d'aller au dialogue, parce que le gouvernement est menacé. C'est faux. Le gouvernement n'est pas sous une menace quelconque pour engager des discussions avec le politico-militaire. Et comme je l'ai dit, c'était un choix politique qui a été fait, qui consiste à permettre à tous les Tchadiens, y compris à ceux qui sont dans l'opposition armée, de participer au dialogue national inclusif. Et quand on avait prévu dans le projet d'accord initial la question du désarmement, démobilisation, désarmement et réinsertion, au même moment que la participation au dialogue, les politico-militaires ont dit non, nous ne voulons pas voir ce processus de DER se mettre en route pendant qu'on est en dialogue. Donc, on veut remettre ça plus tard, après le dialogue. On a accepté, on a dit, il n'y a pas de problème, si tel est votre choix, ça va se faire après le dialogue. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent garder leurs éléments armés cantonnés quelque part sur le territoire des pays voisins sur lesquels ils se trouvent. Et après le dialogue, certainement, ils peuvent maintenant, on va mettre en route ces processus. Donc, ça veut dire que si le gouvernement avait un agenda caché, il n'allait pas accepter cette option. C'est pour dire que vous pouvez garder vos forces, mais vous pouvez venir aussi participer à ce dialogue tout en étant armés, rebelles, sur le territoire d'un pays voisin. Donc, cela prouve que notre bonne foi est vraiment totale et notre engagement aussi. Et nous avions essayé de donner le maximum, le meilleur de nous-mêmes pour que nos efforts puissent déboucher sur un accord. Pour terminer, Monsieur le ministre, à quelques jours de la signature, qui est d'ailleurs probable dans les jours à venir, y a-t-il réellement des points de blocage qui empêchent cette signature? Je ne pense pas qu'il y ait des points de blocage parce que la navette de documents entre les parties prenantes sous l'aimable médiation donc, de l'État du Qatar a permis pratiquement de surmonter toutes ces divergences sur les différents points. Et les points les plus importants sont les points certainement à inscrire à l'ordre du jour, à proposer à l'ordre du jour du
du dialogue national inclusif. Et sur ce plan, comme je l'ai indiqué, nous avions accepté tous les points proposés par le groupe politico-militaire. Et je ne pense pas que ce groupe ait une raison pour penser qu'il y a des points de blocage. S'il y avait des points de blocage ou s'il y avait un rejet quelconque des points auxquels le groupe politico-militaire tenait, certainement près d'une quarantaine de groupes n'allaient pas accepter d'apporter leurs amendements sur le dernier projet soumis par le médiateur. Donc, le blocage, il n'y en a pas. Depuis le début, je pense, comme je l'ai dit, si on a perdu beaucoup de temps, c'est aussi peut-être un problème, l'approche proposée qui consiste à faire des navettes, donc des projets entre les partis. Et je dis, s'il n'y a pas eu de discussion directe, c'est aussi un peu par la faute de groupes politico-militaires qui n'ont pas su désigner 10 représentants. Donc tout cela a fait qu'on a pris un peu de temps, mais je pense que par rapport aux enjeux que comportent ces négociations, 4 mois, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. C'est beaucoup et ce n'est pas beaucoup à la fois. Mais si on regarde les enjeux liés à ces pourparlers, surtout leur portée nationale et leur contribution éventuelle au débat que nous aurons dans le cadre du dialogue national inclusif, je ne pense pas que ces 4 mois soient de temps perdu. Ce temps a permis quand même de permettre d'aider à tous ceux qui ont choisi soit de s'exiler, soit d'opter pour la lutte armée, de revenir en toute garantie, participer au dialogue national inclusif dans la sérénité, apporter leur contribution et se sentir concernés par les futures décisions de portée historique qui seront prises par le dialogue sur toutes les questions intéressant l'avenir de notre pays. Monsieur le ministre, les autorités de la transition ont-ils réellement cette volonté de non seulement réussir cette transition, mais également de parvenir à tourner définitivement la page sombre de l'histoire du Tchad? La question que beaucoup de Tchadiens se posent, est-ce réellement il y a cette volonté? Oui, moi je pense que s'il n'y a pas cette volonté, on n'aurait pas organisé ce pré-dialogue, on n'aurait pas pris l'initiative d'organiser un dialogue national inclusif et on n'aurait pas envisagé certainement un cadre réunissant tous les Tchadiens pour une refondation d'un Tchad nouveau. Et je pense que les responsabilités sont partagées. Et au niveau de notre pays, nous avions développé une mentalité qui consiste toujours à rejeter la responsabilité sur l'autre. Je pense qu'à quelques exceptions près, chacun de nous, chacune de nous, chaque Tchadien, d'une manière ou d'une autre, est responsable de ce que traverse le Tchad. Maintenant que cette occasion historique s'offre à travers le dialogue national inclusif, il appartient aux Tchadiens d'aller à ce dialogue et de prouver qu'ils sont capables de faire changer l'avenir de ce pays sans faire recours ni à la violence, ni à la rébellion, ni aux armes. Le jour où ils se rendront compte que cela n'est pas possible, en ce moment, on peut jeter l'anathème sur qui on veut pour dire que nous avons découvert que il y a un agenda caché, nous avons découvert que les choses ne vont pas bien, mais avant d'arriver à ce stade, faire un procès d'intention pour faire croire que il y a des agendas cachés et que le dialogue ne va rien changer, je pense que ce n'est pas tout à fait responsable. Donc, laissons le temps au temps, laissons les Tchadiens se réunir dans la salle de dialogue pour qu'ils décident
en toute souveraineté de ce qu'ils veulent voir, devenir leur pays dans un futur proche. Je suis sûr que les élections que nous aurons à organiser après le dialogue ne seront pas des élections bâclées. Je suis sûr que les Tchadiens sont suffisamment mûrs pour pouvoir comprendre chacun à son niveau où se trouve son intérêt. Donc, n'anticipons pas les choses. Laissons les Tchadiens réunis en dialogue national inclusif et souverain décider de l'avenir de leur pays, sans prédire ou sans présager un malheur quelconque, même si, comme j'ai dit, beaucoup cherchent à être des oiseaux de mauvaise augure, donc toujours en disant que voilà, ça va mal se passer. Mais pourquoi est-ce qu'on estime que les Tchadiens sont incapables de pouvoir prendre en charge leur pays? Et pourquoi est-ce qu'on pense que la solution doit toujours venir par les armes? Mais est-ce que ce n'est pas possible d'échanger? Nous sommes quand même au XXIe siècle. Et je pense que si la guerre et les armes peuvent apporter quelque chose, on serait peut-être l'un des pays qui serait le mieux coté au monde. Mais malheureusement, on a constaté que ni la guerre, ni le recours à la violence ne règlent aucun problème. Entre nous, je pense, à travers le débat, les échanges d'idées, conscients que le problème du Tchad sont beaucoup plus liés à des questions d'exclusion, à des questions d'injustice, à des questions de répartition inéquitable des richesses nationales. Et il faudrait savoir maintenant réunir tout le monde pour qu'on puisse trouver un consensus par rapport à toutes ces questions d'ordre national qui intéressent tout le monde pour qu'une nouvelle voie soit tracée et que ceux qui essaient de sortir de cette voie soient rappelés à l'ordre par la majorité des Tchadiens pour dire, écoutez, vous n'avez plus le droit de nous conduire dans des situations qui risquent de compromettre l'avenir du Tchad et de notre postérité. Donc, je suis convaincu que beaucoup de Tchadiens sont favorables au dialogue, à la paix, à la réconciliation nationale. Et je pense que c'est pour la première fois peut-être de l'histoire du Tchad qu'un ministère en charge du dialogue et de la réconciliation nationale soit créé. Cela prouve déjà à suffisance que ce n'est pas juste des mots qu'on a balancés, mais qu'il y a un programme derrière ça. Mais là, maintenant, il appartient à chaque Tchadien de jouer sa partition pour que ce rêve-là devienne une réalité. C'était tout. Merci, Monsieur le ministre, de nous avoir accordé la parole de la délégation gouvernementale tant attendue après un temps mort. Merci et bonne suite de pourparlers à Doha. C'est à moi de vous remercier de nous avoir donné cette occasion. Nous avions souvent évité de parler aux médias pour des raisons que j'avais évoquées plus tôt, mais j'espère que cette interview donnera un peu plus d'éclairage donc par rapport à la réalité et surtout par rapport à ceux qui veulent faire croire que rien n'avance à Doha et que le gouvernement serait responsable de l'absence d'avancée. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous venez de suivre le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, l'ambassadeur Chérif Mahamazen, et par ailleurs président de la délégation gouvernementale chargée de négocier avec le groupe politico-militaire à Doha. Merci et à très bientôt.